Mon épouse m'a remis les papiers du divorce aux funérailles de mon père. Elle a dit qu'elle avait assez attendu. 3 mois plus tard, son avocat a découvert que tout était dans une fiducie créée par mon père. Elle avait signé une renonciation sans la lire. J'ai 34 ans. Je travaille comme ingénieur senior en réseau pour une entreprise technologique, avec un salaire décent, environ 140 000 par an. J'ai construit ma carrière à partir de zéro, en commençant par le support technique. Mon père était un entrepreneur à la retraite qui a construit des maisons personnalisées. Pendant 40 ans avant de vendre son entreprise il y a 5 ans. Un homme intelligent qui me disait toujours de protéger ce pourquoi je travaillais. Mon épouse, Émilie, a 32 ans. Elle travaille à temps partiel comme instructrice de yoga, gagnant peut-être 25 000 par an en donnant des cours dans un studio boutique en centre-ville. Je l'ai rencontrée lors d'une fête chez un ami. Au début, je pensais qu'elle était cool, indépendante, avec ses propres choses. Elle ne semblait pas être le genre de personne à se soucier de l'argent. Cela a changé. Environ 3 ans après le mariage. Cela a commencé petit à petit. Des commentaires sur la façon dont les maris de ses amis les emmenaient en meilleures vacances. Comment Soando venait d'avoir un nouveau SUV de luxe. Pourquoi ne déménagions-nous pas dans une maison plus grande, dans un meilleur quartier? Je gagnais bien ma vie, mais je n'étais pas idiot avec mon argent. J'ai rempli mes comptes de retraite. J'ai gardé un fonds d'urgence de 6 mois. J'ai investi le reste. La maison dans laquelle nous vivions était une jolie maison de 3 chambres que mon père m'avait aidé à acheter avant notre mariage. L'hypothèque n'était que de 180 000 $, car papa avait avancé la moitié de la compte comme cadeau d'héritage anticipé. Émilie détestait que la maison soit techniquement à moi. Nous l'avions fait évaluer à 520 000 $ il y a 2 ans. Et elle avait commencé à suggérer d'ajouter son nom à l'acte. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi de toute façon. J'ai toujours évité ça. Quelque chose en moi me disait de ne pas le faire. Sa meilleure amie, Vanessa, était du pur poison. Divorcée 2 fois à 30 ans, elle disait constamment à Émilie que j'étais un contrôleur financier, parce que je ne la laissais pas dépenser ce qu'elle voulait, quand elle voulait. Nous avions un compte joint pour les dépenses du ménage, auquel je contribuais 4 000 $ par mois. Émilie contribuait peut-être 800 $. Elle avait aussi son propre compte courant pour son argent personnel, mais d'une manière ou d'une autre, ne pas lui donner un accès illimité à mes comptes faisait de moi le méchant. Vanessa venait, buvait mon café, s'asseyait sur mon canapé et me sermonnait sur le mariage moderne. Comment les couples devraient avoir une transparence financière totale, comment les vrais hommes ne demandent pas à leurs femmes de l'argent. Cela venait d'eux. Quelqu'un qui vivait de la pension alimentaire du mari numéro 2 et cherchait déjà le mari numéro 3. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs plus tôt. Environ 4 ans après notre mariage, Émilie a commencé à comparer constamment notre vie à celle de tout le monde. Sa cousine a acheté un condo sur la plage. Pourquoi n'en avions-nous pas un? Le mari de sa collègue lui a acheté une nouvelle BMW pour son anniversaire. Pourquoi étais-je si radin? Peu importait. Que nous partions en vacances 2 fois par an et que je lui ai acheté un Lexus. Parfaitement bon 3 ans auparavant. L'ayant droit augmentait progressivement. Elle a d'abord suggéré que je devrais payer son prêt étudiant, puisque nous étions mariés. Puis elle a voulu refaire la cuisine, alors qu'il n'y avait rien de mal. Puis elle m'a harcelé avec l'idée d'acheter une maison au bord du lac. Comme propriété d'investissement. Chaque conversation tournait autour de la façon dont nous devrions dépenser plus d'argent pour des choses qu'elle voulait. Je suis un gars terre à accent grave terre. J'ai grandi en voyant mon père travailler sans relâche pour construire son entreprise. Je l'ai vu se priver pour pouvoir investir dans des équipements et des stocks. Je l'ai vu économiser chaque dollar possible. Il m'a appris que la richesse n'est pas une question de frime,
mais de sécurité et de liberté. Émilie n'a jamais compris cela. Le point de rupture avec Vanessa est survenu environ 6 mois avant que tout n'éclate. J'étais à la maison pour l'un de leurs brunchs hebdomadaires entre filles qui se terminait toujours par Émilie venant me voir plus tard avec une nouvelle exigence. Cette fois, Émilie voulait 15 000 $ pour un investissement commercial dans le nouveau système pyramidal d'huiles essentielles de Vanessa. Ce n'est pas un système pyramidal, a insisté Émilie. C'est du marketing de réseau. Vanessa gagne 6 chiffres. Vanessa ment. Montre-moi ses déclarations d'impôts. Tu ne me fais pas confiance pour prendre mes propres décisions commerciales. Je ne fais pas confiance à Vanessa pour qu'elle ne te dérobe pas 15 000 $ que nous ne reverrions jamais. Nous nous sommes disputés pendant 3 jours. Je ne lui ai pas donné l'argent. Vanessa a commencé à publier des choses vagues sur les réseaux sociaux, concernant les hommes toxiques et les abus financiers. Émilie a cessé de me parler pendant une semaine, dormant dans la chambre d'amis et agissant en général comme si j'avais commis un péché impardonnable en ne finançant pas l'arnaque évidente de son ami. Le traitement silencieux a duré 9 jours. 9 jours où elle claquait des placards, reniflait de manière dramatique chaque fois que j'entrais dans une pièce, et faisait des remarques cinglantes à Vanessa au téléphone, assez fort pour que je les entende. Finalement, elle a brisé le silence pour me dire que j'étais, émotionnellement, atrophié, et incapable de soutenir ses rêves. Ses rêves impliquaient apparemment de perdre de l'argent dans des huiles parfumées. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'Émilie était très proche de son téléphone, l'inclinant quand je passais, sortant pour prendre des appels, changeant son code d'accès de notre anniversaire à quelque chose que je ne connaissais pas. Des signes classiques, mais je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Peut-être qu'elle était juste mesquine avec l'histoire des huiles essentielles. Puis papa est tombé malade. Cancer du pancréas. Du diagnostic à la mort en 4 mois. La chose la plus rapide et la plus brutale que j'ai jamais vue. Mon père est passé de ce gars fort, qui pouvait encore construire une maison à 70 ans, à un squelette qui ne pouvait pas aller aux toilettes sans aide. Je passais toutes les nuits chez lui après le travail. J'ai pris des jours de congé pour l'emmener à ses rendez-vous. Je l'ai déménagé dans notre chambre d'amis le dernier mois, afin de pouvoir m'occuper de lui correctement. Émilie se plaignait constamment. Elle disait que cela perturbait notre vie et qu'elle ne s'était pas inscrite pour être une soignante. C'est mon père et il est en train de mourir. Où est-il censé aller? Dans un établissement. C'est à ça que ça sert. Nous sommes disputés à ce sujet aussi. Elle a même essayé de me reprocher le coût de ses médicaments et de ses fournitures, comme si je devais le laisser souffrir pour économiser quelques centaines de dollars par mois. Les médicaments seuls coûtaient environ 800 $, même avec l'assurance. Émilie agissait comme si je nous menais personnellement à la faillite en gardant mon père confortable, dans ces dernières semaines. Nous sommes censés économiser pour notre avenir, a-t-elle dit une nuit, pendant que papa dormait dans le couloir. Pas dépenser tout sur quelqu'un qui a déjà vécu sa vie. Je l'ai regardé comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est de mon père que tu parles. Je suis juste pratique. C'est toujours toi qui parles d'être pratique avec l'argent. Il y a pratique et il y a sans cœur. Devine lequel tu es en ce moment. Elle a levé les yeux au ciel et est allée regarder son téléphone. Ce moment aurait dû tout me dire. Émilie a à peine parlé à papa pendant son dernier mois. Elle quittait la maison quand les infirmières venaient. Elle trouvait des excuses pour ne pas aider du tout. Je parle d'un homme qui n'avait été que généreux avec elle pendant 9 ans, qui nous avait aidés avec la maison, qui l'avait accueilli dans la famille, et elle ne pouvait même pas s'asseoir avec lui pendant 1 heure. Papa l'a remarqué, n'a jamais rien dit, mais je pouvais le voir danser. La déception,
la compréhension. Il avait toujours été bon pour lire les gens. Il a construit une entreprise prospère en partie parce qu'il pouvait savoir quels clients paieraient et lesquels s'enfuiraient. Quels sous-traitants étaient fiables et lesquels étaient des fauteurs de troubles. Il lisait Émilie. Depuis le début. 2 semaines avant de mourir, papa m'a appelé dans sa chambre. Quand Émilie était à l'un de ses cours de yoga. Il avait eu une journée difficile, mangeant à peine, luttant pour rester éveillé plus d'1 heure à la fois. Mais quand je suis entré, ses yeux étaient vifs et concentrés. Fils, nous devons parler de quelque chose d'important. Il semblait sérieux, pas triste de mourir, mais sérieux, comme une réunion d'avocats. Émilie va te quitter. J'ai commencé à protester, mais il a levé la main. Le même geste qu'il avait utilisé toute ma vie, quand il avait besoin que je me taise et que j'écoute. J'ai déjà vu ça. J'ai vu le fils de mon associé traverser la même chose. L'épouse était douce comme du miel, jusqu'à ce que son père meure. Puis, elle a demandé le divorce 6 mois plus tard, essayant d'obtenir la moitié de tout, y compris l'héritage. Ta mère l'a aussi vu, avant de décéder. Nous en avons parlé à l'époque. Nous craignons que cela ne t'arrive un jour. Maman est morte quand j'avais 19 ans. Cancer aussi, d'un autre type, mais tout aussi brutal. Papa ne s'est jamais remarié. Il a dit que maman était la seule pour lui, et qu'il n'était pas intéressé à la remplacer. Je ne veux pas que cela t'arrive, a-t-il poursuivi. Alors, il y a environ 3 ans, quand j'ai commencé à remarquer comment Émilie regardait les biens, plutôt que les gens. J'ai arrangé quelque chose avec mon avocat. Tout ce que je te laisserai ira dans une fiducie. La maison, les véhicules, mes comptes d'investissement, tout. Tu es le seul fiduciaire et bénéficiaire. Émilie ne peut rien toucher de cela, en cas de divorce. Papa, je ne pense pas qu'elle, laisse-moi finir. La fiducie a été créée avant ton mariage. Eh bien, techniquement, elle a été créée il y a 9 ans, juste avant que tu ne me présentes Émilie. Appelle ça l'intuition d'un père. Elle comprend la maison dans laquelle tu vis maintenant, puisque j'ai avancé la compte. Techniquement, j'en possédais la moitié jusqu'à la semaine dernière. Quand j'ai transféré ma part à la fiducie. Ton nom est sur l'acte, mais la fiducie possède la participation majoritaire. Il en va de même pour les 2 propriétés locatives que tu ne savais pas que je possédais. Il en va de même pour les 740 000 $ en compte d'investissement et la camionnette payée dans mon garage. J'ai eu l'impression d'avoir été percuté par un camion. 740 000 $? Quelle propriété locative? J'ai économisé toute ma vie. J'ai vécu en dessous de mes moyens. J'ai investi intelligemment. Les propriétés locatives sont sur Elm Street. 2 duplex que j'ai achetés dans les années 90 pour rien. Ils génèrent des revenus depuis 20 ans. Payés maintenant, ensemble, ils valent environ 760 000 $ et rapportent 3400 $ par mois après les dépenses et les frais de gestion immobilière. Tout est à toi maintenant. Enfin, c'est à la fiducie. Maintenant. Cela fonctionne de la même manière. Ma tête tournait. Je savais que papa était à l'aise, mais je n'avais aucune idée qu'il avait accumulé autant. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Ce n'était pas nécessaire. Tu étais occupé à construire ta propre vie, ta propre carrière. J'étais fier de ça. Je le suis toujours, mais je me damnerai si je laisse une instructrice de yoga, qui ne prend pas la peine de s'asseoir avec un homme mourant. Prendre la moitié de ce qu'il m'a fallu 40 ans pour construire. Il a toussé un son humide. Héros qui m'a donné envie d'appeler l'infirmière, mais il m'a fait signe de ne pas le faire. Émilie va paniquer quand elle le saura, lui ai-je dit. Papa a souri, l'air plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. C'est là.
Belle partie. Tu te souviens de ces papiers que je t'ai fait signer à toi et Émilie quand tu as acheté la maison? Le truc du transfert rapide d'actes? Je me suis souvenu. Papa avait refinancé quelque chose, ou transféré une propriété. Il avait besoin de nos signatures pour le rendre légal. Nous nous étions assis au bureau de son avocat, et avions signé peut-être 6 ou 7 pages de documents. C'était il y a environ 5 ans, peut-être 6. Ce n'était pas juste un simple transfert. Caché là-dedans, il y avait une renonciation de bénéficiaire qui stipulait qu'Émilie reconnaissait qu'elle n'avait aucun droit sur les actifs transférés de moi à toi, de mon vivant ou après ma mort. Mon avocat l'a enfoui dans le jargon juridique à la page 4. Tu l'as tout lu. Pourquoi? Je t'ai dit de vérifier spécifiquement les pages 3 et 4. Pour les clauses de responsabilité, mais Émilie a juste signé là où on lui a dit. Elle n'a pas lu un seul mot. Elle a même paraphé 6 sections différentes sans regarder ce qu'elle paraphait. En fait, elle a ri. Puis il a toussé de nouveau. Mon avocat a dit que c'était la renonciation la plus solide qu'il ait jamais rédigée. Il a passé 3 heures à s'assurer que chaque mot tiendrait devant les tribunaux. Émilie ne peut rien toucher de ce qui vient de moi. Et comme la maison est techniquement la propriété de la fiducie, même si ton nom est sur l'acte, et que tes voitures sont enregistrées au nom d'une LLC appartenant à la fiducie, et que le 401K que je te laisse va directement dans la structure de la fiducie. Elle n'obtient rien d'autre que ce qui se trouve sur votre compte joint et sur ses propres comptes. Cela semble presque cruel. Papa, non, fils. Cruel, c'est de refuser d'aider à prendre soin d'un homme mourant parce que c'est gênant. Cruel, c'est de se plaindre des coudées médicaments, pendant que j'essaie de ne pas crier de douleur. Cruel, c'est de planifier ta stratégie de sortie, pendant que ton mari voit son père mourir. Je ne suis pas cruel, je suis protecteur. Il y a une différence. Il a tendu la main et m'a saisi la main, avec le peu de force qu'il lui restait. Si Émilie t'aime vraiment, cela n'aura pas d'importance. Elle restera, quel que soit l'argent. Si c'est ce que je pense, tu le découvriras très vite après mon départ. Dans tous les cas, tu es protégé. C'est tout ce qu'un père peut demander. Et si je me trompe sur elle, alors je me trompe, et tu as un bon filet de sécurité pour ton avenir. Mais je ne me trompe pas, observe ce qui se passe dans les prochains mois. Elle s'est déjà déconnectée. Fils, je peux le voir. Elle n'attend que ça. Il est mort 13 jours plus tard, à 4h17 du matin, un mardi. Je lui tenais la main. Émilie dormait dans notre chambre, et n'est même pas sortie quand l'infirmière de soins palliatifs a déclaré l'heure du décès. À 4h19. J'ai dû aller la réveiller pour lui dire que papa était parti. Ça. Réponse, d'accord. Je vais me rendormir. Nous nous occuperons de tout demain matin. Pas de larmes, pas d'étreinte, pas de réconfort pour l'homme qui venait de perdre son père. Elle s'est simplement retournée et s'est rendormie. Je suis resté assis avec le corps de papa jusqu'à ce que les pompes funèbres arrivent. À 6h du matin. Je lui ai tenu la main, même si elle se refroidissait. Pour tout, j'ai promis que je serais intelligent avec ce qu'il m'avait laissé. L'infirmière de soins palliatifs, une femme âgée nommée Dorothy, qui avait tout vu, m'a tapé sur l'épaule et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Votre épouse n'est pas sortie. J'ai secoué la tête. Alors votre père avait raison de vous protéger. J'ai déjà vu ça. Certaines personnes voient la mort comme une opportunité, plutôt que comme une perte. Maintenant, soyez prudents. Les funérailles ont eu lieu ce vendredi. Rien d'extravagant. Papa détestait les histoires. Petite cérémonie au funérarium. Peut-être 40 personnes. Puis, l'enterrement à côté de maman au cimetière de Riverside. J'ai prononcé un court
Éloge sur l'éthique de travail de papa, sa gentillesse et sa sagesse. Certains des vieux amis entrepreneurs de papa ont dit quelques mots. Son ancien associé a prononcé un discours qui a fait rire tout le monde à travers leurs larmes. Tout a duré 90 minutes. Je me suis assez bien tenu jusqu'à ce qu'il descende le cercueil. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Mes deux parents étaient partis. La dernière connexion avec mon enfance, avec mon histoire, avec l'homme qui m'avait tout appris sur le fait d'être un homme, disparaissant sous terre. Je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré. Émilie est restée à côté de moi, les yeux secs, vérifiant son téléphone 2 fois pendant l'inhumation. Après, nous étions à la réception au bureau de l'avocat de papa. Ils avaient aménagé une salle de conférence avec des sandwichs et du café, quelques biscuits, des choses de réception de base, très discrète, exactement ce que papa voulait. Je parlais à l'associé de papa de certaines propriétés qu'ils avaient développées ensemble. Dans le passé, quand Émilie s'est approchée avec cette expression sur son visage. Pas triste, pas compréhensive, déterminée, presque excitée. Elle tenait un dossier jaune. Nous devons parler, a-t-elle dit doucement, mais fermement. Maintenant, en privé. Je me suis excusé et l'ai suivie dans un bureau vide. Dans le couloir. Elle a fermé la porte derrière nous, et avant que je puisse demander ce qui se passait, elle a ouvert le dossier et j'ai vu les mots. Pétition de dissolution de mariage, en haut de la première page. Je demande. Le divorce, a-t-elle annoncé. Sans préambule, sans émotion, sans préliminaire. Elle l'a simplement lâché, comme si elle me disait qu'elle allait au magasin. J'ai assez attendu pour le faire. Je ne voulais pas déranger ton père pendant qu'il était malade, mais maintenant qu'il est parti, nous y sommes. Je l'ai juste fixé. Nous sommes littéralement à la réception des funérailles de mon père. Des gens sont à 15 mètres, en train de manger des sandwichs aux œufs et de boire du café, à la réception des funérailles de mon père. Et ma femme me remet les papiers du divorce. Tu fais ça maintenant? Aujourd'hui. Je voulais le faire il y a 6 mois, mais Vanessa a dit que ça ferait très mauvais si je partais, pendant que ton père était activement en train de mourir. Alors? J'ai attendu, mais j'en ai fini d'attendre. Tu peux les examiner et les donner à ton avocat. J'ai déjà le mien. Quel avocat? Trouve-en un. Tu vas en avoir besoin. Je demande la moitié de tout. La maison, les voitures, tes comptes de retraite, tout. 7 ans de mariage me donnent droit à la moitié des biens matrimoniaux. En fait, elle a souri en disant cette dernière partie. Pas un sourire triste, pas un sourire d'excuse, un sourire satisfait, comme si elle avait planifié ce moment pendant des mois et qu'il se produisait enfin. Et elle en était ravie. Tu as tout compris, ai-je dit lentement. Je parle à Patricia depuis 3 mois. C'est la meilleure avocate spécialisée en divorce de l'État. Elle dit que j'ai un excellent dossier. Tu gagnes presque 6 fois ce que je gagne. Je vais probablement aussi obtenir une pension alimentaire pour conjoint. C'est alors que j'ai compris. Papa avait raison. Il l'avait parfaitement prédit. Compris, ai-je dit. J'ai pris le dossier, je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas feuilleté les pages, je n'ai pas discuté, ni crié, ni supplié qu'elle reconsidère. J'ai juste pris le dossier et me suis dirigé vers la porte. Son sourire a vacillé. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? La plupart des hommes seraient contrariés en ce moment, en colère. Quelque chose. Tu as pris ta décision. Rien de ce que je dis ne changera ça. Tu ne vas même pas te battre pour nous? Je me suis retourné et l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, cette femme avec qui j'étais marié depuis 7 ans, avec qui j'avais construit une vie, en qui j'avais
entièrement confiance, et tout ce que je ressentais était de la lassitude. Tu viens de me remettre les papiers du divorce aux funérailles de mon père. Tu n'es pas sorti de la chambre quand il est mort. Tu t'es plainte des coups de ses médicaments alors qu'il agonisait. Tu es là en ce moment, en train de me dire que tu as planifié ça avec un avocat pendant 3 mois, pendant que je regardais mon père se consumer. Pourquoi exactement y a-t-il quelque chose pour lequel se battre? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je suis retourné à la réception, j'ai mis le dossier dans ma voiture, j'ai fini de parler aux invités, j'ai serré des mains, j'ai accepté les condoléances pour papa, j'ai remercié les gens d'être venus. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Émilie a été surprise que je ne sois pas dévastée. Elle a continué à essayer de provoquer des disputes à ce sujet, les jours suivants. Tu ne veux pas savoir pourquoi? Non, pas particulièrement, je suis sérieux. Tu ne veux pas savoir ce que tu as fait de mal? Je suis sûr que tu me le diras éventuellement, que je le veuille ou non. Tu es impossible. La plupart des hommes seraient en train de supplier. En ce moment, essayant d'arranger les choses. Je ne suis pas la plupart des hommes et il n'y a rien à arranger. Tu as clairement fait savoir que c'était fini. Cela l'a mise en colère. Elle voulait du drame. Elle voulait que je sois brisé et suppliant. Elle voulait la satisfaction de me voir m'effondrer, afin qu'elle puisse se sentir justifiée dans sa décision. Au lieu de cela, j'existais simplement autour d'elle, comme un colocataire, avec qui elle était légèrement ennuyée. Elle a essayé une approche différente. Tu vas le regretter. Quand tu seras seul dans cette maison, tu souhaiteras avoir essayé plus. Peut-être. Ou peut-être que je serai soulagé de ne pas avoir à faire face à quelqu'un qui considère la mort de mon père comme le moment opportun pour en tirer profit. Son visage est devenu rouge. Il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi s'agit-il, Émilie? Explique-le-moi. Pourquoi me remettre les papiers du divorce? À ses funérailles? Pourquoi attendre juste assez longtemps pour qu'il meure avant de les déposer? Pourquoi passer 3 mois à planifier ça avec un avocat pendant que je suis en deuil? Elle n'a eu aucune réponse. Elle est simplement partie en furie, dans la chambre, et a claqué la porte. Lundi matin, j'ai appelé l'avocat de papa, Léonard. Je lui ai parlé des papiers du divorce. Bien, a-t-il dit sans hésitation. Votre père a prédit cela presque à la lettre. Il m'a dit de m'y attendre, n'importe quand, des funérailles à 2 semaines après. Venez demain à 14 heures, et nous examinerons tout. Et en aucun cas, ne parlez pas à Émilie de la fiducie, avant que son avocat ne dépose tous les documents initiaux. Laissez-la faire tous ses calculs, basés sur des informations incomplètes. Plus le choc sera grand après, mieux ce sera. Mardi, j'ai rencontré Léonard dans son bureau. J'ai apporté les papiers du divorce qu'Émilie m'avait donnés. Il les a examinés et a ri. Elle demande la moitié de tout. La maison, les véhicules, les comptes de retraite, même la moitié de tout héritage que vous recevrez. C'est magnifique. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il m'a expliqué toute la structure. La fiducie était étanche, créée il y a 9 ans, des mois avant que je ne rencontre Émilie. Tous les biens de papa y étaient. La maison dans laquelle je vivais était techniquement la propriété de la fiducie, bien que mon nom soit sur l'acte en tant que résident principal, parce que la compte de papa avait établi une propriété partielle qu'il avait transférée à la structure de la fiducie le mois précédant sa mort. La renonciation qu'Émilie a signée signifie qu'elle a reconnu qu'elle n'avait aucun droit sur les actifs provenant de votre père, transférés de son vivant ou après sa mort. Elle ne peut pas prétendre qu'elle ne savait pas, car le document stipulait explicitement ce à quoi elle renonçait.
Elle ne s'est simplement pas donné la peine de le lire. Nous avons ça. Signature et ses initiales à 6 endroits. Que obtient-elle réellement? Ce qui se trouve sur vos comptes joints au moment de la séparation. Ses propres comptes, ses biens personnels, son véhicule, c'est tout. La maison, vos véhicules, les comptes d'investissement, les 2 propriétés locatives. Tout est la propriété de la fiducie à laquelle elle a renoncé à tout droit. La fiducie a également protégé vos contributions aux 401K faites pendant le mariage. Parce que vous faisiez ces contributions à partir de revenus provenant d'actifs gérés par la fiducie. Je ne comprends pas comment cela fonctionne. Votre père était exceptionnellement minutieux. Il vous a fait restructurer votre situation professionnelle il y a 3 ans. Vous souvenez-vous quand il vous a aidé à créer cette entreprise de conseil à des fins fiscales? Il a dit que cela vous ferait économiser 15 à 20% par an. Je me suis souvenu que papa m'avait présenté son comptable, qui avait créé une LLC pour mon travail de conseillant réseaux indépendants. Je gagnais peut-être 15 000 à 20 000 dollars par an en faisant des projets secondaires par son intermédiaire. Papa a dit que c'était intelligent pour la responsabilité fiscale et la planification de la retraite. Cette LLC appartient à la fiducie. Votre employeur paie la LLC pour vos services de conseil et la LLC vous paie. Vos principaux revenus d'emploi passent par une structure complexe, mais légale, qui les rend techniquement des revenus provenant de la fiducie. Vos contributions aux 401K provenaient de ces revenus. C'est une stratégie de planification successorale et fiscale créative que l'avocat d'Émilie détestera absolument, quand elle la découvrira. Cela semble extrême. Votre père a vu beaucoup de bons hommes être détruits par des divorces, y compris son propre associé. Il a passé 40 ans à construire une fortune, et il n'allait pas laisser quelqu'un en prendre la moitié, juste parce qu'elle est restée assez longtemps pour encaisser. Émilie obtiendra ce qui se trouve sur le compte joint, ce qui, je suppose, est peut-être 8 000 ou 10 000 dollars. Et elle peut garder sa Honda. C'est tout. Le compte joint contenait environ 200 dollars à l'époque. La voiture d'Émilie était un Honda CR-V de 2019, évalué à environ 20 000 dollars, avec un prêt de 12 000 dollars encore dû. Et maintenant? Vous avez besoin d'un avocat spécialisé en droit de la famille. Je vais vous référer à mon associée, Diana. Elle a déjà traité des cas comme celui-ci. Elle déposera une réponse à la pétition d'Émilie, et nous verrons ce qui se passera lorsque la découverte révélera la structure de la fiducie. J'ai engagé Diana le jour même. Elle a tout examiné, en fait, elle a souri. C'est l'une des protections d'actifs les plus complètes que j'ai jamais vues. Votre père savait clairement ce qu'il faisait. Émilie pensera qu'elle obtient la moitié de tout. Jusqu'à ce que la découverte révèle la fiducie. Alors, ça deviendra très divertissant très rapidement. Je ne sais pas si le divertissant est le mot que j'utiliserai. Croyez-moi. Les femmes qui déposent les papiers du divorce aux funérailles, parce qu'elles ne pouvaient pas attendre une semaine de plus, méritent exactement ce qui les attend. J'ai emménagé définitivement dans la chambre d'amis. Émilie se pavanait dans la maison, comme si elle avait déjà gagné à la loterie. Elle a commencé à faire plus d'achats, chargeant des choses sur ses cartes de crédit personnelles. Elle est rentrée à la maison avec des sacs de créateurs et de nouveaux vêtements. Elle a parlé fort au téléphone avec Vanessa, sur la façon dont elle serait enfin libre, et comment je regretterais la façon dont je l'avais traitée, et comment elle méritait quelqu'un qui l'apprécierait. Je ne l'ai jamais maltraitée, je n'ai simplement pas financé des dépenses illimitées et j'ai refusé de financer les systèmes pyramidaux de son ami. Elle a même commencé à redécorer, parlant de ce qu'elle ferait de ça. Moitié de l'argent de la maison, une fois vendu. Comment elle allait avoir un joli condo en centre-ville, peut-être voyager un peu, faire ce voyage en Europe qu'elle avait toujours voulu
Tout à mes frais, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé construire ses fantasmes. Élaborés, sur sa vie après le divorce. Elle a engagé Patricia, une avocate. Agressive, connue pour laisser les hommes sans un sou, lors des divorces. Très chère, très implacable, très réussie. Patricia a envoyé une lettre à Diana, 2 semaines plus tard, exigeant que j'évacue immédiatement le domicile conjugal, et commence à payer une pension alimentaire provisoire de $500 par mois, pendant la procédure. La réponse de Diana a été un chef-d'œuvre de langage juridique. Qui disait en substance, le client restera dans sa maison, car il est le seul résident légal et propriétaire. Émilie est une invitée qui peut partir à sa convenance. Aucune pension alimentaire provisoire ne sera versée, car le client conteste toute obligation. 6 juin. Veuillez trouver la documentation concernant la propriété des actifs et la classification des biens matrimoniaux. Cette annexe contenait les documents de la fiducie, tous, les documents de formation d'il y a 9 ans, les documents de transfert, la renonciation de bénéficiaire qu'Émilie avait signé. Émilie m'a appelé au travail, 2 jours plus tard, absolument en hurlant au téléphone, « Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que la maison est dans une fiducie? Quelle fiducie? Tu ne peux pas simplement cacher des actifs dans une fiducie. Patricia dit que c'est illégal. Je ne cache rien. Mon père a créé cette fiducie il y a 9 ans, avant que nous ne nous rencontrions. Tout ce qu'il possédait y est allé. C'est illégal. Nous étions mariés. Tout ce que tu as hérité pendant le mariage est un bien matrimonial. Pas quand tu as signé une renonciation, renonçant à tout droit sur elle. Quelle renonciation? Je n'ai jamais signé de renonciation. Oui, tu l'as fait il y a environ 5 ans, au bureau de l'avocat de papa, quand nous signions les papiers de la maison. Tu devrais peut-être regarder la page 4, juste au-dessus où tu as paraphé 6 fois différentes. Silence au téléphone. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête. Quel document? Je ne me souviens pas avoir signé tout ça. Les documents de transfert et de bénéficiaire, pour le transfert de la maison. L'avocat de papa a les originaux, avec ta signature. Diana a des copies. Tu as signé à 6 endroits différents et paraphé à côté de chaque clause. Tout est documenté. Plus de silence. Puis sa voix est devenue plus petite. Je ne savais pas ce que je signais. Ce n'est pas vraiment une défense légale. Émilie, tu es une adulte. Tu as signé des documents légaux sans les lire. C'est ta responsabilité. Elle a raccroché. Elle a rappelé 1 heure plus tard, avec un ton complètement différent. Pleurant maintenant. La routine de victimant. Plein effet. Ce n'est pas juste. J'ai été ton épouse pendant 7 ans. J'ai renoncé à des opportunités pour ce mariage. Je mérite la moitié de ce que nous avons construit ensemble. Tu mérites la moitié de ce que nous avons construit ensemble. C'est les $200 du compte joint. Tu peux en avoir la moitié. $4000 plus ta voiture, que tu paies toujours. C'est ce que nous avons construit ensemble. La maison vaut plus de $500 000. J'ai vécu ici pendant 7 ans. La maison était un investissement de mon père, qu'il m'a laissé utiliser. Tu as signé un document reconnaissant que tu n'avais aucun droit sur quoi que ce soit qui me soit transféré de sa part. Tu aurais dû lire avant de signer. Tu m'as trompé. Tout ça a été planifié. Toi et ton père avez planifié ça, pour me baiser. Non, mon père mourant m'a protégé. Exactement de cette situation. Il t'a vu venir de loin. Il a prédit que tu demanderais le divorce, dans la semaine de sa mort. Il s'est trompé de 4 jours. Elle est devenue complètement hystérique. Elle a commencé à crier sur les avocats et les juges,
et comment elle allait tout me prendre. Comme j'étais une personne horrible, comme elle allait s'assurer que tout le monde sache qu'elle. Genre d'homme j'étais vraiment. Je l'ai laissé se défouler. Quand elle a finalement manqué de souffle, j'ai dit très calmement, tu as fini? Bien. Ne m'appelle plus. Toute communication se fera par l'intermédiaire des avocats. À partir de maintenant. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Patricia a essayé toutes les manœuvres légales auxquelles elle pouvait penser, pendant les 6 semaines suivantes. Elle a contesté la date de constitution de la fiducie, affirmant qu'elle était frauduleuse. Elle a contesté la renonciation, affirmant qu'Émilie avait signé sous la contrainte. Elle a exigé une divulgation financière rétroactive de 15 ans, recherchant des actifs cachés. Elle a cité l'avocat de papa, exigeant de savoir si la fiducie avait été spécifiquement créée pour éviter les réclamations de biens matrimoniaux. Diana a démoli chaque argument. La fiducie a été formée il y a 9 ans, avec une date de création notariée. Enregistrée auprès de l'État, entièrement légale et antérieure au mariage de plusieurs mois. La renonciation a été signée au bureau d'un avocat, avec un notaire présent et sans preuve de contrainte ou de coercition. Émilie avait eu le temps de lire les documents, on lui avait offert la possibilité de faire examiner son propre avocat, et elle avait signé volontairement. La découverte financière a montré exactement ce que Diana avait dit qu'elle montrerait. Tous les actifs importants appartenaient à la fiducie, biens matrimoniaux minimes. Les propriétés locatives ont été particulièrement dévastatrices pour Émilie. Elle n'avait aucune idée qu'elles existaient. Papa les avait achetées en 1996. Pour 85 000 $ chacune. Il les avait payées en 15 ans. Il avait encaissé le loyer. En silence, pendant des décennies. Elles valaient maintenant environ 380 000 $ chacune, et généraient 3400 $ par mois, en revenus locatifs, après les frais de gestion et les coûts d'entretien. Tout était la propriété de la fiducie, tout était protégé par la renonciation. La découverte a également révélé les comptes d'investissement de papa. Les 740 000 $ qu'il m'avait mentionnés étaient passés à environ 890 000 $ lorsque tout a été liquidé et transféré à la fiducie après sa mort. L'avocat d'Émilie a essayé de soutenir que l'héritage reçu pendant le mariage est un bien matrimonial, selon la loi de l'État. Diana l'a immédiatement réfuté avec la jurisprudence et la renonciation de bénéficiaires. Émilie a explicitement renoncé à tout droit sur les actifs transférés du défunt, y compris, mais sans s'y limiter, les héritages, les cadeaux et les transferts de propriété. Elle ne peut pas maintenant prétendre qu'elle mérite la moitié d'un héritage, auquel elle a contractuellement accepté de ne pas avoir droit. Le juge était d'accord. 2 mois après le début de la procédure de divorce, Patricia s'est retirée de l'affaire, a envoyé à Émilie une facture de 28 400 $ et lui a dit de chercher une nouvelle représentation, car l'affaire est infaisable, et je ne prends pas de clients en procès, quand je sais qu'ils vont perdre. Émilie a essayé de se représenter elle-même, pendant environ une semaine, avant que la réalité ne s'effondre. Elle avait vécu dans la maison sans payer de loyer, pendant que le divorce était en cours, mais Diana a demandé la possession exclusive, et le juge l'a accordée. Émilie avait 30 jours pour quitter les lieux. Elle m'a appelé d'un autre numéro, pleurant et suppliant. Je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas me permettre un appartement, avec ce que je gagne. S'il te plaît, donne-moi plus de temps. Donne-moi quelque chose. Tu aurais dû y penser, avant de me remettre les papiers aux funérailles de mon père. J'ai fait une erreur. Je vais retirer la pétition. Nous pouvons arranger ça. Je t'aime toujours. Non, ce n'est pas vrai. Tu aimais ce que tu pensais que tu obtiendrais du divorce. Grande différence. S'il te plaît, je t'en supplie. Maintenant, elle suppliait.
Où était cette énergie quand mon père était en train de mourir? Où était-elle quand tu planifiais ça avec Patricia, pendant 3 mois? Où était-elle quand tu m'as remis ces papiers à la réception de ses funérailles? Silence. C'est ce que je pensais. Tu as 30 jours. Commence à faire tes valises. Elle a emménagé chez Vanessa. Elle a commencé à travailler à temps plein au studio de yoga, en plus de travailler le soir dans un magasin d'aliments naturels, pour payer sa part du loyer de l'appartement de Vanessa. Elle a publié des citations tristes sur les réseaux sociaux, concernant la trahison, et les hommes qui cachent leur vraie nature. Vanessa a publié de longues diatribes sur la façon dont le système juridique était manipulé contre les femmes, et comment les tribunaux de la famille favorisaient les hommes avec de l'argent. Je n'ai rien publié, j'ai simplement vécu ma vie, je suis allé au travail, j'ai géré mes propriétés, j'ai recommencé à profiter de ma maison, sans que quelqu'un ne se plaigne constamment de quelque chose. 3 mois après la mort de papa, le divorce a été prononcé. Emily a obtenu 4100 $ du conjoint, après un partage à 50-50e. Son CRV avec 12 000 $. Encore c'est bien personnel et une leçon très coûteuse sur la lecture des documents juridiques, avant de les signer. Durée totale du mariage, 7 ans. Actifs totaux avec lesquels elle est partie, environ 22 000 $ en capital. Véhiculé en espèces, moins les 28 400 $ qu'elle devait à Patricia, ce qui l'a laissé avec un déficit d'environ 6 400 $. Ce que j'ai gardé, la maison. Évaluée à 520 000 $, 2 propriétés locatives évaluées à 760 000 $. Combiné, 890 000 $ en compte d'investissement, le camion payé de papa évalué à 45 000 $. Mon 401K évalué à 180 000 $ et la satisfaction de voir quelqu'un qui a essayé de me piéger financièrement pendant mon deuil, partir sans pratiquement rien. Elle a tenté une dernière manipulation, lors de l'audience finale. Elle est apparue vêtue de noir, comme si elle était en deuil. Elle a fait tout un discours, sur la façon dont j'avais changé après la mort de mon père, et j'étais devenu froid et calculateur. Comment elle avait espéré que je fasse mon deuil, que je guérisse, et que je redevienne l'homme qu'elle avait épousé. Comment elle m'aimait toujours, mais ne pouvait plus m'atteindre. Le juge a regardé sa chronologie de dépôt. Vous avez demandé le divorce le jour des funérailles, alors qu'il était en deuil actif. Votre sympathie semble remarquablement sélective, madame. J'essayais de lui donner de l'espace pour qu'il puisse faire son deuil, sans la pression de lui remettre les papiers du divorce, à une réception avec 50 témoins. N'insultons pas l'intelligence du tribunal. Pétition accordée. Actif divisé, conformément à la renonciation prénuptiale, signée par la pétitionnaire le 14 mai, il y a 9 ans, lorsque la structure de la fiducie a été établie, et expliquée aux deux parties. Personne n'a rien expliqué. J'ai été trompé. Tout ça a été conçu pour me voler. Vous avez signé 6 pages de documents juridiques, sans les lire, en paraphant même à côté de clauses qui stipulaient explicitement ce à quoi vous renonciez. Ce n'est pas être trompé, madame, c'est être négligente, quant à vos propres intérêts. Nous avons terminé ici. Shérif. Prochaine affaire. Je suis sorti de ce tribunal, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, comme si un poids, que je ne savais même pas que je portais, avait été enlevé. Vanessa a tenté un dernier acte de vengeance, environ une semaine plus tard. Elle a publié une longue diatribe sur les réseaux sociaux, sur la façon dont j'avais abusé et manipulé Emily pendant des années, comment je lui avais volé son avenir, comment j'étais un narcissique qui cachait illégalement des actifs, pour éviter ses responsabilités. Diana lui a envoyé une lettre de mise en demeure, menaçant d'une plainte pour diffamation, avec des dommages et intérêts. La publication a disparu en 90 minutes. Les réseaux sociaux de
Vanessa sont restées sombres pendant 2 semaines, après cela. Émilie m'a envoyé un dernier message texte, d'un autre nouveau numéro. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit ma vie. Tu m'as tout pris. J'espère que tu peux vivre avec toi-même. Ma réponse, tu as détruit ta propre vie, quand tu as pensé que tu pouvais profiter de mon deuil. La seule chose que j'ai faite, c'est de te laisser faire face aux conséquences de tes propres décisions. De plus, cesse de me contacter, ou je porterai plainte pour harcèlement. J'ai bloqué ce numéro. Aussi, 6 mois plus tard. Je me débrouille très bien. Les propriétés locatives génèrent de beaux revenus, payant essentiellement toute mon hypothèque et mes dépenses de subsistance. Les comptes d'investissement augmentent régulièrement. J'ai eu une promotion au travail, qui m'a fait passer à 165 000 $. Je sors avec une femme nommée Sarah, qui est physiothérapeute, gagne beaucoup d'argent par elle-même, et ne m'a jamais demandé combien je valais financièrement. Nous divisons les factures au restaurant, et la semaine dernière, elle s'est même disputée avec moi pour payer sa propre entrée de cinéma. Une bouffée d'air frais. J'ai croisé Émilie une fois, dans un supermarché, environ 4 mois après la finalisation du divorce. Elle avait l'air mal, fatiguée, stressée, plus âgée qu'elle ne l'était. Travailler 2 emplois pour pouvoir payer la moitié du loyer avec Vanessa. Cela affecte une personne. Elle a essayé de m'approcher. Dans la section des fruits et légumes. Pouvons-nous parler 1 minute, s'il te plaît? Non. J'ai continué à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne m'en suis pas senti mal non plus. La dernière chose que j'ai apprise, par des amis communs, c'est qu'elle sort avec un gars qui travaille dans les ventes chez Best Buy, et vit avec ses parents à 35 ans. Elle publie des photos sur les réseaux sociaux, essayant d'avoir l'air heureuse, mais tous ceux qui la connaissent peuvent dire qu'elle est malheureuse. Vanessa est apparemment maintenant avec le mari numéro 3, un type plus âgé, avec de l'argent, qui réalisera probablement un jour dans quoi il s'est fourré.